Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Filière Sport, votre rendez-vous Sport Éco. Comme vous le savez, à suivre chaque mois sur notre antenne la thématique du jour. Nous allons parler du tourisme sportif. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire. Au sommaire de notre émission, focus sur l'activité du tourisme sportif à la montagne. Réchauffement climatique, Covid-19, nous ferons un état des lieux avec notre invité, le député de la 6e circonscription de Haute-Savoie, Xavier Roseraine. Il sera accompagné de Fabienne Delair, présidente du syndicat des délégataires d'équipements de loisirs, le SIDEL. Notre invité nous dira tout sur l'état de santé économique de ces établissements qui nous accueillent toute l'année avec une mission de service public. En seconde partie d'émission, nous parlerons de vélo et plus particulièrement de cyclotourisme, plus que jamais dans le cœur des Français comme activité au quotidien, mais également estivale. Le point avec Christian Proponnet, le secrétaire national de la Fédération française de vélo. Merci à vous de nous regarder, merci à mes invités d'être avec moi sur ce plateau. Xavier Roseraine, bonjour. Bonjour. Fabienne Delair, merci d'être avec nous. On va commencer la première partie de cette émission. La première partie, vous la connaissez, elle s'appelle Money Time. Xavier Roseraine, on commence avec vous. Moi, j'aimerais savoir ce que représente le sport à la montagne. Est-ce que le sport est un levier important pour attirer du monde dans vos régions ? De plus en plus, les stations de montagne, moi je suis originaire de la vallée de Chamonix, on utilise le sport et les animations sportives comme des animations pour faire venir aussi le tourisme. Et si vous prenez par exemple en été, les trails et par exemple l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc fin août, c'est la plus grosse semaine en recettes pour une station autour du Mont Blanc. Même une station de ski l'hiver. Étonnamment, c'est plus fort que la meilleure saison d'hiver, Noël, Nouvel An par exemple, pour la station de Chamonix. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le sport en fait représente autant l'été que l'hiver ? Alors en hiver, bien sûr, le sport tourne autour de la glisse, et en particulier du ski, et puis ces nouvelles glisses aussi qui sont à la mode. Et puis après l'été, effectivement, en montagne ou en Haute-Savoie, vous avez à la fois le lac avec Annecy, et puis la montagne avec le pays du Mont Blanc et la vallée de Chamonix. Vous avez la randonnée, les sports outdoor. Et sans vouloir faire des vacances qui soient que sportives, vous avez des gens qui ont besoin, quand ils sont en vacances, surtout après ce qu'on a connu là avec la crise du Covid, se ressourcer, faire un petit peu de sport et puis retrouver goût avec la nature. Quels sont les grands changements auxquels la montagne est confrontée aujourd'hui et demain ? Alors, les grands changements, vous avez, avec le réchauffement climatique, vous avez les grands changements de continuer à faire du sport, toute l'année, de l'activité économique toute l'année, pas seulement un petit peu l'été et beaucoup l'hiver, donc du sport et de l'activité 4 saisons, avec le maintien du ski, où on sait qu'avec le réchauffement climatique, le ski devient un peu plus compliqué, mais aujourd'hui il y a des techniques, et avec par exemple l'enneigement de culture, ça permet aujourd'hui d'enneiger, de continuer à faire du ski. On profite des périodes froides pour fabriquer de la neige et continuer à faire cette activité de ski, mais il faut que l'ensemble des stations en France se remettent en question et puis préparent aussi ce futur où il y aura un petit peu moins de neige. Vous êtes député de la 6e circonscription de Haute-Savoie, vous avez un ancrage local. Est-ce qu'on vous en parle du réchauffement climatique ? Est-ce que les professionnels du secteur sont inquiets ? Est-ce qu'ils vous en parlent au quotidien ? Quand vous êtes dans la vallée de Chamonix, que vous regardez l'ensemble des glaciers qui ont fondu, quand vous prenez simplement la mer de glace, vous vous rendez compte que les glaciers, on a dans nos montagnes une vue très précise du réchauffement climatique. Donc tous les professionnels aujourd'hui s'en inquiètent et on crée des nouveaux produits pour que les gens viennent un petit peu plus tard, des saisons un peu plus longues, pour effectivement pouvoir tenir compte de ce fait qui est le réchauffement climatique. Et vous pensez vraiment, je parle juste pour l'hiver, que ce qu'on appelait autrefois les canons à neige vont pouvoir résoudre par exemple le problème des domaines skiables ? Vous m'avez confié hors antenne quand même qu'à moins de 2000 mètres, d'ici une vingtaine d'années, ça allait être quand même compliqué de skier. Aujourd'hui, les remontées mécaniques en particulier hésitent à investir dans des domaines qui sont difficilement enneigeables ou qui sont trop exposés.
Mais par contre, on continuera à faire du ski pendant encore très longtemps parce qu'on a des moyens propres de fabriquer de la neige qui permettent du coup de sécuriser le ski. Parce que quand vous venez en station en hiver, c'est un peu différent en été, vous avez envie de skier. Même si vous skiez beaucoup moins qu'avant, vous ne commencez pas la journée à 8 h, finissez à 17 h, mais vous avez envie de profiter de la glisse et du ski. Et ça sera toujours possible, bien sûr, dans nos stations. Et puis l'été en montagne, vous voyez cet été, 87% des gens ont décidé de rester en France. Il y en a 44% qui continuent à aller à la mer. Parce qu'ils n'ont pas trop le choix quand même. Et qui aiment bien aussi aller à la mer. Et puis vous avez 34% qui vont à la montagne et 9% qui vont à la campagne. On en parlera après, mais donc le Covid, finalement, c'est peut-être une opportunité pour la montagne. Ça permet aux Français de redécouvrir la montagne. Fabienne Delair est avec nous, présidente du CIDEL. Merci. Bonjour. Alors, le CIDEL est un organisme qui n'est pas très connu. Je ne vous fais pas offense en disant cela. Est-ce que vous pourriez me dire quelles sont les missions de votre syndicat ? Donc en fait, nous sommes un groupement d'entreprises qui faisons de la délégation de services publics en matière d'équipements sportifs. Donc essentiellement piscine, patinoire ou autres sujets adjacents. Mais c'est vrai que sur 5000 piscines en France, il y en a environ 400 qui sont en délégation de service public. Après, c'est un modèle de gestion. Les autres, elles ne sont pas en modèle sont gérées directement par les municipalités ou les communautés de communes. D'accord. Donc vous représentez environ 400 piscines et patinoires. Exactement. D'accord. Quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confrontés tous les jours Dans le cadre de la reprise ou de manière générale? Dans le cadre du syndicat, quelles sont les problématiques? En termes, disons que nous, on représente un mode de gestion, mais qui est complètement adapté et adaptable pour les collectivités, puisqu'on a des types de contrats où les collectivités continuent à contrôler, on va dire, quasi l'ensemble du mode d'exploitation. Et puis on va maintenant jusqu'à des contrats de concession où le privé fait aussi la conception, la construction, le financement et exploite sur des durées plus longues de contrats. Donc c'est vrai qu'on a un panel extrêmement varié. Je vais dire que les avantages de nos solutions de gestion, et là ça va se retrouver dans les sujets qu'on va aborder, c'est que pour les collectivités, on identifie un coût de ces équipements sportifs dans leur budget. Et puis on a aussi beaucoup plus de modularité et d'adaptation en termes d'outils marketing, de communication que ce que peut faire une collectivité territoriale. À la montagne, il va y avoir J'essaye de faire une petite passerelle entre vous. Il y a de plus en plus, effectivement, de construction de centres aquatiques en montagne par rapport aux évolutions que vous évoquiez, parce qu'il faut trouver d'autres activités de loisirs pour les familles. Oui, tout à fait. Comment se portent les piscines, les patinoires avec cette mission de service public? Alors, j'ai envie de dire, avant le Covid, comment elles se portaient financièrement, économiquement? C'est pas un secret de dire que les piscines, en tout cas, ni les patinoires sont des équipements rentables. Mais c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Nous remplissons une mission de service public. J'ai dit tout à l'heure, effectivement, on identifie par contre un coût, puisque en fait, quand nous négocions nos contrats, nous négocions un montant avec les collectivités qui après reste fixe, normalement, et ce qui fait que nous sommes après à nos risques et périls sur notre fonctionnement au quotidien. Ça m'amène vers le sujet suivant. Le Covid-19, ça n'a pas dû arranger la situation déjà des piscines et des patinoires qui ne sont pas très rentables. Quelle est la situation actuelle? C'est timide. C'est extrêmement timide, donc peut-être là aussi on peut faire une passerelle, peut-être que les gens ont besoin de se retrouver plus dans des activités de pleine nature en liberté après cette période de confinement. Donc nous on est établissement recevant du public, on a été fermé au 14 mars tous. On a fait un travail derrière avec un certain nombre d'acteurs publics et privés en concertation, donc avec l'ANDES qui représente les élus au sport, l'ANDIS, les directeurs des sports, et y compris l'AMF, etc., pour pouvoir réouvrir dans des bonnes conditions. On a des équipements qui normalement sont très sécuritaires,
déjà parce que l'utilisation du chlore fait que l'eau est désinfectante. On a des protocoles sanitaires qui sont sérieux. Mais Elles ont réouvert les piscines. Les piscines ont réouvert progressivement. Au départ, on devait, parce qu'au départ de la crise de la Covid, on ne savait pas si les gens allaient pouvoir partir en vacances cet été. Donc on voulait que les gens aient des endroits de rafraîchissement s'ils ne pouvaient pas forcément se déplacer sur les lieux de vacances. Donc oui, à ce jour, hormis pour des choix, y compris économiques ou de recrutement, parce que ça a décalé pas mal de choses, on est tous réouverts. Mais par contre, effectivement, malgré des protocoles qui ont été allégés au fur et à mesure, le public n'est pas réellement présent. Ils ne sont pas revenus, mais peut-être parce qu'ils ne sont pas au courant. Très honnêtement, il n'y a pas eu les cinémas, ils font de la pub pour dire qu'ils sont ouverts, mais alors les piscines, j'ai pas vu. Ah si, on en a Si. beaucoup entendu parler, parce qu'en plus le calendrier a été un petit peu modifié. Donc si, on en a beaucoup entendu parler. Pour autant, on va dire qu'on retrouve notre clientèle classique. Les nageurs sont là, donc tout ce qui est pratiquant activité, moins, mais là, l'apprentissage de la natation. Voilà, on remplit ce rôle qui est le nôtre auprès des enfants, puis on rattrape les fins d'apprentissage qu'ils n'ont pas pu faire à partir du mois de mars. Non, ce qui nous manque à ce jour, c'est la baignade loisir. Donc les familles, alors on va dire que les seniors ne sont pas là du tout, donc tant en activité qu'avec leurs petits-enfants, mais on va dire que ça peut à peu près se comprendre. Mais la partie piscine en famille, l'été, c'est notre période forte, c'est notre période de détente, c'est notre période où la population est la plus Et là, au variée. mois de juillet, vous voyez que les chiffres sont pas bons, Voilà. et qu'il y a peu, le taux de fréquentation est faible. Et là, je vais faire un lien quand même avec, nous, on est sécuritaire et encadré. On a un pic de noyades depuis le mois de juin dans les baignades naturelles. Donc, je pense que le besoin de liberté, ils ont été, je sais pas, ils essaient d'avoir été effectivement confinés, mais on va plus vers de la baignade en milieu naturel. Xavier Roseraine, la fermeture des pistes de ski à cause du Covid en pleine période estivale, comment s'est passé le confinement dans votre région ? Le 15 mars annonce effectivement du confinement et en une journée, vous avez des stations de ski qui ferment complètement, des remontées mécaniques qui rapatrient les derniers skieurs, les cours de ski avec les écoles de ski qui s'arrêtent, les restaurants d'altitude qui restent même avec leur stock. Et donc tout le monde a cette première semaine de stupeur où tout s'arrête. Et le plus impressionnant, c'est que comme vous êtes dans une période assez forte en station, vous avez ces stations qui se vident complètement. Ça a été très bien respecté, ce qui a permis du coup au confinement de faire disparaître ce virus. Et puis après, effectivement, il y a le moment de la reprise. Est-ce qu'il y a des stations de ski, pour poser la question très directement, qui peuvent mettre la clé sous la porte ? Heureusement, la partie forte de Noël et vacances de février était passée, donc on était sur une fin de saison. Donc toutes les stations qui ont une fin de saison très forte, des grandes stations, ont beaucoup plus souffert que des stations qui, naturellement, allaient s'arrêter. Quel type de station ? Toutes les stations familiales qui ferment vers fin mars, première semaine d'avril, ont moins été touchées parce qu'effectivement, elles avaient fait une grosse partie de leur activité. Par contre, toutes celles qui sont, par exemple, la vallée de Chamonix où on fait encore du ski en altitude jusqu'à début mai, ces stations ont été très, très touchées. D'accord. Il y a un plan qui a été décidé pour le gouvernement, spécifique pour le ski, pour l'activité de montagne ou pas du tout ? Alors, ça fait partie du plan tourisme. Hein. Le plan tourisme, vous avez eu les aides classiques au niveau de l'ensemble des aides avec l'activité partielle, où là, l'État, pour éviter la faillite des entreprises, a dit « je me substitue à l'employeur » pour payer jusqu'à 85% des salaires. Donc ça, c'est l'activité partielle. Et puis, il y a eu aussi toutes les aides avec le fonds de solidarité pour ceux qui avaient des petites entreprises, les indépendants. Également, ce qu'on appelle le PGE, le prêt garanti par l'État. Ça, c'est pour passer un prêt que l'État va garantir à 90% et les banques vont participer avec BPI, Banque de France, pour participer autour de ça. Et tout ça a permis effectivement aux entreprises de tenir le coup et de passer ce moment difficile. Et le plan touriste, c'est l'accentuation encore de ces aides. Le Covid, une opportunité pour l'offre de la montagne l'été ? La bonne nouvelle, c'est que 87% des gens
sont restés du coup en France, forcément parce que vous n'avez plus de vols vers l'extérieur. Et puis seulement 16% des gens ont dit « je ne partirai pas en vacances ». Donc c'est très peu. Donc les gens ont redécouvert la France et la mer, la montagne, la campagne, y ont participé fortement. Donc aujourd'hui, la prévision de remplissage en montagne est plutôt bonne sur juillet et août. Et on constate même que la saison va un peu s'agrandir parce qu'il y en a des réservations sur septembre qu'on n'avait pas habituellement et qui là sont présentes. L'activité trail se porte bien. Je sais que vous avez été, fut un temps organisateur du trail du Mont Blanc, c'est ça? Alors, pas organisateur. Co-organisateur. En fait, je faisais partie de l'organisation, mais c'était maintenant en 2006. Donc vous voyez, ça date un peu. Il y a eu beaucoup d'événements annulés. Est-ce que ces événements ont repris? Alors, malheureusement, non. Tous les événements aujourd'hui, des trails importants, des courses de vélo aussi, qui permettaient d'amener beaucoup de monde et des gens venaient en vacances pour ces événements sportifs. Et aujourd'hui, l'événementiel, l'ensemble des offices du tourisme se disent faisons de l'événementiel autour du sport pour faire venir les gens 5-6 jours dans une station. Ça a été annulé quasiment partout parce que Mais les gens viennent quand même. Les gens viennent quand même, mais viennent plutôt en famille, mais ne viennent pas pour ces événements habituels. Fabienne Delair, est-ce que vous pouvez nous parler du plan Aisance aquatique qui a été mis en place par le ministère des Sports? Alors oui, même si ce n'est pas forcément lié à la reprise, mais c'est effectivement, alors si en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure, le ministère des Sports lance un grand plan d'aisance aquatique dans le but de réduire effectivement le nombre de noyades en France. Donc, c'est l'objectif, ça. L'objectif est là et ça fait partie, puisque nous remplissons des missions de service public, de nos objectifs, de faire en sorte que le maximum d'enfants apprennent à nager pour éviter les baignades en piscine ou en lieu extérieur. Le bilan des noyades annuelles, c'est quoi? Ça a plutôt tendance à diminuer? Non, il y a eu des périodes. Si le plan a été lancé effectivement à l'arrivée de Roxana Maracineanu, c'est parce qu'il y a eu un pic ces dernières années en termes de noyades. Donc, étant donné son parcours de nageuse, etc., elle est peut-être plus sensible à la question et légitime pour la défendre. Voilà, y compris dans sa mise en œuvre en termes de pédagogie et autres, et s'adresser notamment à des enfants très très jeunes. Qui est une belle démarche. Et effectivement, peut-être que là, quand on va repositionner, parce qu'on va peut-être se redonner des objectifs de service public dans cette post-crise Covid, donc ça va peut-être y trouver toute sa place. Et notamment, il y a un sujet sur lequel j'espère on va ouvrir les débats, c'est que l'école va réouvrir en septembre. Avec quel protocole à ce jour on ne le sait pas forcément, mais les équipements sportifs, et en particulier les piscines, peuvent tout à fait être en mesure d'être des supports. C'est un petit appel du pied, là. Non, pas forcément. Non, mais d'abord, le ministère des Sports a été rattaché. J'ai effectivement le sport, la place du sport à l'école, a priori, doit être renforcée. Donc c'est peut-être aussi un moyen d'aider la reprise de l'école. On fait de la mission de service public. Fabienne Delair, Xavier Roseraine, merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de la première partie de notre émission. Et comme vous le savez, dans la deuxième partie de Filière Sport, nous parlons toujours de vélo et c'est l'heure du contre-la-montre. Seconde partie de votre émission Filière Sport et comme d'habitude nous parlons de vélo. J'ai le plaisir de recevoir Christian Proponnet, secrétaire national de la Fédération française de cyclotourisme. Bonjour Christian. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ensemble nous allons parler de cyclotourisme. Alors c'est la Fédération française de cyclotourisme ou la FF Vélo. Moi j'aimerais déjà comprendre qu'est-ce que c'est le vélotourisme. Alors, le vélotourisme ou le cyclotourisme, on ne va pas faire de sémantique, c'est une façon de se promener à vélo en joignant l'utile à l'agréable et en profitant des richesses, des curiosités, du patrimoine que possède ce riche pays qu'est la France. Et donc, on peut se promener. Alors, soit on axe sur la dimension sportive, vélo, et on en profite pour faire du tourisme, soit à l'inverse, à contrario, on peut décider d'aller faire du tourisme et puis, comme moyen de déplacement, on utilise le vélo.
Alors, on a plus de 59% de la population française qui déclare pratiquer le vélo. Ce sont Oui. ça les chiffres à peu Oui, près? oui, c'est ça. On a fait un observatoire du cyclotourisme il y a 2 ans et effectivement, une 60aine de % de la population déclare faire du vélo. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup par rapport à nos... C'est énorme, je dirais, c'est beaucoup. Par rapport à l'Allemagne, l'Espagne, les pays européens, c'est beaucoup? Alors non, on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes niveaux de pratique, on n'a pas les mêmes infrastructures non plus. Par rapport au Danemark, on doit pas être des comparer, nains. Voilà, on arrive à peine à la cheville. Mais ceci étant, il y a un essor, un engouement fantastique depuis, on va dire en gros, le basculement, le changement de millénaire, où maintenant les collectivités s'approprient cette dimension vélo et proposent plein d'activités basées sur le vélo. Je lisais encore récemment un territoire qui propose du tourisme, de l'œnotourisme à vélo, c'est-à-dire découverte de vignes via le vélo. Donc il y a un grand engouement et alors on sort peut-être du débat, mais après la problématique pour une fédération comme la nôtre, c'est on a une assiette potentielle énorme de plusieurs millions de pratiquants et on n'est que 120 000, donc on se dit qu'on a plein de perspectives. Il n'y a que 120 000 personnes? Notre fédération compte 120 000 licenciés aujourd'hui. Oui. 120 000 licenciés? 120 000 licenciés. D'accord. Quel est le profil type du Français qui fait du cyclotourisme? Alors, on va parler du profil du Français qui n'est pas dans notre fédération. C'est essentiellement un profil de famille, les gens qui vont faire du vélo l'été pour se balader, se ressourcer, parce que cyclotourisme, c'est aussi synonyme de liberté, de bien-être, de santé, proche de la nature. Mais je vois que Et donc, 35% de femmes, ça me paraît peu. Moi. Oui. Oui, effectivement. Alors nous, à la Fédération, on a 20% de féminines, de femmes qui sont licenciées chez nous. Donc 80% d'hommes, 20% de femmes. De femmes. Et on a une grande politique axée sur le développement de la pratique féminine. L'égalité homme-femme, mais néanmoins, il y a du progrès. On voit qu'effectivement, sur la population française, c'est un chiffre aussi qui pourrait être plus important. Mais c'est déjà un tiers de femmes qui pratiquent. Moyenne de 48 ans, c'est jeune, c'est âgé? C'est jeune, oui, parce que pour faire du vélo, il faut avoir quand même une certaine, non pas expérience pour la pratique, mais je veux dire, dans la vie, voilà, il faut avoir réglé un certain nombre de soucis, et c'est les familles, en général, c'est la population typique qui part en vacances, qui s'organise. Alors, tourisme à vélo, ça peut revêtir, c'est un spectre très très large. Ça peut être des familles qui ont un point fixe et qui vont randonner à vélo, faire un peu de loisirs, de sport, s'oxygéner, etc. Mais ça peut être aussi des gens qui partent pendant plusieurs jours sur des itinéraires. Avec leur vélo. Avec leur vélo, la tente, ou alors qui font, maintenant il y a des propositions, justement les collectivités proposent, ou des organismes privés proposent de plus en plus de packages, voilà, de formules toutes faites, où ils vous transportent vos bagages la journée, vous arrivez le soir à l'hôtel, vous récupérez vos bagages, vous avez fait une belle balade à vélo, vous avez profité pour visiter un élément patrimonial du territoire, une bonne table le soir et vous repartez le lendemain. Voilà, c'est cet aspect aussi convivialité qui fait l'intérêt de cette pratique. Est-ce que vous considérez que le cyclotourisme est en plein essor? Oui, on peut le dire comme ça parce qu'aujourd'hui, les collectivités l'ont bien compris, elles investissent de plus en plus pour avoir des aménagements qui sont sécurisés, qui sont entretenus. Des organismes proposent des services aussi, parce qu'avoir des aménagements, c'est une chose, mais il faut derrière qu'il y ait des services, des loueurs de vélos, des réparateurs, des possibilités de stationnement sécurisé. Si vous allez visiter un musée ou un autre élément de patrimoine, il faut que vous puissiez mettre votre vélo et que vous le retrouviez au retour. Le cyclotourisme pour les collectivités locales, ça représente quoi en termes de retombées économiques? Alors, juste 2 chiffres, et ce n'est pas nos chiffres, donc ça peut être plus difficilement contestable, c'est les chiffres du ministère de l'économie, division tourisme.
un cycliste dépense en moyenne 70 € à 100-120 € par jour, en fonction de la région dans laquelle il se trouve. Il y a des régions qui sont plus propices. Et donc, c'est relativement important par rapport aux autres catégories de touristes. C'est les chiffres du ministère. Le cycliste est intéressant, cyclotouriste est intéressant parce que c'est un consommateur, à travers de diverses prestations, d'hôtellerie, de restauration, de services. 1078 € dépenses moyennes pour l'achat d'un vélo. C'est le chiffre que nous avons, nous. Ça vous paraît beaucoup? Ça vous paraît 1000 € pour l'achat d'un vélo? 1078. 1078. Oui, alors c'est une moyenne. C'est une moyenne. Donc effectivement, on trouve. Les licenciés, ils mettent beaucoup. Et puis Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Et un licencié, chez nous, ont des vélos de route ou des VTT, puisqu'on pratique aussi, nous, chez un nous. vélo, ça va de les deux disciplines. 200 € jusqu'à 15 000 €. C'est ça, le spectre est très large et vous pouvez trouver. Alors, 100 €, peut-être, on peut peut-être le trouver, mais c'est complètement déconseillé parce que vous n'avez aucun 100 € niveau. Oui, les bas prix sont forcément déconseillés parce que c'est des bas niveaux de qualité, de fiabilité et si vous me permettez l'expression, on en a pour son argent. Voilà. Mais bon, à partir de 300-400 €, on peut trouver un vélo qui commence. Alors, tout dépend du niveau de pratique qu'on veut faire aussi. Si c'est pour aller faire des courses, faire des petits itinéraires, on ne saute pas de trottoir, etc., quelques centaines d'euros suffisent. Après, effectivement, chez nous, dans une pratique plus sportive, ou plus, sur la plus grande distance, c'est des vélos qui peuvent valoir plusieurs milliers d'euros. Rapidement, sur le maillage territorial, le cyclotourisme, dans quelle région fait-on le plus de cyclotourisme? Dans quelle région on en fait le moins? Alors, pour froisser aucune région, on en fait partout en France. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la vérité. C'est vrai qu'on en fait aussi, toutes les régions s'y prêtent. Alors, c'est... D'abord Bretagne, terre de vélo, forcément, voilà, ils doivent en faire après, il y a des régions phares, telles que la Bretagne, oui, les régions de montagne. Malgré la dénivelée, c'est des régions qui sont très attrayantes. Même dans les Alpes, oui, on a beaucoup d'amateurs qui vont... mais des régions un peu moins montagneuses, comme le Jura, comme le Vercors, comme les Vosges. C'est des régions qui se prêtent parfaitement, malgré la dénivelée qu'il y a. Enfin, on le voit à l'image, en VTT, on peut se faire d'énormes plaisirs. Et puis, il faut signaler un point important, c'est l'avènement du VAE, du vélo assistance électrique, qui aujourd'hui ça aide un petit peu pour la montagne, contribue énormément au développement du cyclotourisme. Oui, parce que ça permet de faire moins d'efforts et donc de pratiquer plus en montagne, d'avoir un autre niveau de confort, et même chez des personnes qui ne seraient pas forcément âgées, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Christian, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de notre émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée pour un nouveau Filière Sport avec de nouveaux invités et de nouvelles thématiques. Passez un très très bel été sur Sport en France.